Et tout de suite, sur Radio Sous-Pente, l'émission Racaille, nous allons passer à la partie artistique avec la bio de Rose Valland, cette résistante extraordinaire, exemplaire, qui a protégé, si vous voulez, en faisant un travail vraiment d'enquêteur minutieux, qui a protégé les collections françaises, privées ou publiques, et qui partait par wagons entiers en direction de l'Allemagne pendant la dernière guerre mondiale. Ouais, Rose Valland qu'on avait découverte la première fois dans le film Monuments Men. Alors depuis, j'ai appris que il y avait des imprécisions. En fait, il y avait c'est une fiction, donc tout n'était pas juste à la fin du film, n'était pas conforme à la réalité. Mais là, France Culture vient de faire une mini-fiction en 6 épisodes justement, qui retraçait un petit peu son parcours de résistante quand les Allemands étaient présents au Jeu de Paume. Donc ça nous a donné envie de travailler sur elle et de vous raconter un peu plus longuement qui était cette Rose Valland, qui a vraiment toute sa place dans cette émission. Et je te remercie de m'avoir indiqué cette série de textes sur France Culture. Je suis pas vraiment un habitué de France Culture, mais là, j'ai pas regretté d'avoir écouté ces 6 épisodes. Voilà, donc alors Rose Valland, elle est née le 1er novembre 1898 en Isère, dans un petit bourg de 2000 habitants près de Grenoble, et elle est la fille unique d'un maréchal ferrant et d'une maman qui est femme au foyer. Donc elle va pouvoir suivre des études grâce à sa maman qui a demandé une bourse pour sa fille. Donc en 1914, elle rentre à l'école normale d'institutrice de Grenoble et elle en ressortira en 1918. En fait, elle est très douée pour le dessin et elle va être encouragée par ses professeurs. Elle va même aller suivre donc des cours, un enseignement à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Et là, elle va se faire remarquer par son application. Elle obtient de nombreux prix. Et en 1922, elle a donc 24 ans, elle entre à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et elle réussit ensuite le concours du professorat à l'enseignement de dessin. Donc dans les années 20, elle va suivre des cours d'histoire de l'art à l'École pratique des hautes études, à l'École du Louvre, à l'Institut d'art et d'archéologie. Et elle va finir par obtenir les 3 certificats d'études supérieures d'histoire de l'art moderne et d'archéologie médiévale et d'archéologie grecque, qui constitue donc le diplôme d'art qui, combiné avec sa thèse du Louvre, lui donne une licence spéciale d'histoire de l'art et d'archéologie. Donc elle est vraiment très très pointue, quoi. Donc elle va même voyager en Italie, probablement en Allemagne, et d'ailleurs elle parlera cette langue en autodidacte sans jamais vraiment l'avoir appris durant sa scolarité. À partir de 1932, elle devient attachée bénévole au musée des peintures et sculptures étrangères du musée du Jeu de Paume, qui est donc installé sur la terrasse des Tuileries, là où il est toujours d'ailleurs. Et jusqu'à ce que la guerre éclate, elle travaille au catalogue des collections du musée, parallèlement à l'organisation d'une quinzaine d'expositions internationales et à leur catalogue. Elle écrit également de nombreux articles dans des revues d'art et de journaux, et c'est une activité qui doit lui assurer sûrement un petit revenu. Et son statut de bénévole se maintient jusqu'en 1941, date à laquelle elle est titularisée et salariée. Et à partir du 30 octobre 1940, à la demande du directeur des musées nationaux, M. Jacques Jaujard, elle demeure en activité au musée du Jeu de Paume, officiellement comme attachée de conservation. Officieusement, elle sera chargée par Jacques Jaujard de lui rendre compte des agissements des Allemands qui viennent de réquisitionner le musée pour y stocker des œuvres d'art spoliées à des collectionneurs privés. Alors pendant l'occupation, les Allemands, sous l'administration du personnel spécial pour l'art pictural, c'est ce qui est appelé l'Institut Reichsleiter Rosenberg, ce qui est dans la petite fiction appelée l'ERR, c'est ce qu'on appellera communément l'ERR, c'est le staff allemand qui est au musée du Jeu de Paume, c'est plus simple de l'appeler comme ça. Donc là commence à travers la France le pillage systématique des œuvres, des musées, des collections privées, et donc principalement celles appartenant à des juifs déportés ou ayant fui. Donc ils utilisent le musée du Jeu de Paume comme dépôt central. Il y a 6 salles du département des antiquités orientales du musée du Louvre, avec ces salles-là du musée du Louvre, avant de les trier, de les orienter vers les différentes destinations en Allemagne, en Autriche, en Europe de l'Ouest. Et donc pendant le pillage nazi, Rose Valland relève discrètement et aussi précisément que possible les mouvements des œuvres qui transitent par le musée du Jeu de Paume, le nom des victimes spoliées, le nombre d'œuvres, leur destination, le nom des agents chargés des transferts, le nom des transporteurs, les marques et écritures sur les caisses,
les numéros et les dates des convois, sans oublier le nom de l'artiste, de l'œuvre et ses dimensions. Un travail très très scrupuleux. Et donc, très très important, parce que ça devait demander une somme de travail invraisemblable. Et donc, les salles du musée du jeu de paume sont fréquemment visitées par de hauts dignitaires nazis, en particulier Göring et Alfred Rosenberg, pour lesquels sont organisées des expositions destinées à présenter des collections spoliées. Donc Rose Valland est présente durant ces passages, qui sont quand même des passages sous haute tension, au cours desquels le Reichsmarschall vient sélectionner personnellement un grand nombre de tableaux volés pour compléter aussi sa propre collection. Et pendant plus de 4 ans, elle garde la trace de tous les mouvements des œuvres, de la provenance et de leur destination, et donc elle rédige des dizaines de fiches de manière scrupuleuse. Elle déchiffre même des papiers carbone allemands qui peuvent être jetés dans les poubelles du musée. Elle écoute discrètement les conversations des officiels nazis, donc elle se met quand même en danger, quoi. Elle sera même plusieurs fois soupçonnée. On voit dans cette petite fiction sur France Culture qu'elle va même être mise à pied une fois ou deux parce qu'on a des doutes justement sur son travail, quoi. Donc elle va fournir des informations essentielles et détaillées à la résistance sur les trains qui transportent les œuvres, afin que ces convois soient épargnés par les résistants. Et à l'automne 1944, elle communique aux Alliés les noms des dépôts allemands et autrichiens, afin d'éviter les bombardements, de les sécuriser et de faciliter ensuite la récupération des œuvres entreposées. Et c'est le lieutenant James Rorimer, qui est l'un des officiers américains chargés du sauvetage du patrimoine artistique européen, qui va témoigner du travail de Rose Valland dans son livre Survival en 1950. À la suite de la libération de Paris par les troupes alliées et jusqu'au 1er mai 1945, elle donne aux Américains donc des informations capitales sur les sites de stockage des œuvres transférées en Allemagne et en Autriche. Parallèlement, en novembre 1944, elle va être nommée secrétaire de la commission de récupération artistique, donc le CRA, et elle sera chef de poste central donc de la récupération artistique aussi en Allemagne et en Autriche. Donc cette commission est créée le 24 novembre 1944. La présidence en est confiée au collectionneur et président ami du Louvre Albert Henrault, et le CRAV sera dissoute en septembre 1949, mais continue à exister dans les faits jusque dans les années 50. Donc à partir du 1er mai 1945, elle est aussi détachée du ministère de l'Éducation nationale au ministère de la Guerre. Elle sera administrateur de 3e classe au ministère des Affaires étrangères. Elle occupe le poste de secrétaire d'État, commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes. Bon, en fait, elle va cumuler les emplois. Elle sera surnommée même capitaine des Beaux-Arts et nommée capitaine au sein de la première armée française. Elle va être en résidence à Berlin pour aussi être habilitée à se rendre dans les différentes zones d'occupation alliées, que ce soit britanniques, américaines, soviétiques, d'où elle va faire rapatrier des nombreuses œuvres. Et elle coopère avec les agents américains pour conduire les enquêtes et interroger les officiers et les marchands nazis auteurs des pillages. Elle jouera un rôle déterminant dans la tenue des audiences consacrées en février 1946 au pillage des biens artistiques par les dirigeants nazis à Nuremberg. Et durant cette période, elle rapporte aussi d'Allemagne le catalogue de la collection d'œuvres d'art de Göring, c'est-à-dire ce sont 1376 œuvres achetées ou pillées pendant la guerre entre avril 1931 et novembre 1943. Entre avril 1941 et novembre 1943. Donc ce manuscrit avait déjà été trouvé en mai 1945 par des unités américaines et françaises qui étaient cachées dans un tunnel. Et en mai 1979, un an avant sa mort, elle dépose le registre avec ses archives personnelles à la direction des musées nationaux. Donc elle participe en fait entre 1945 et 1954 au rapatriement de plus de 60 000 biens culturels d'origine française, spoliés aux institutions, aussi bien aux institutions publiques qu'aux familles juives persécutées. Donc elle fait aussi de l'espionnage lors de ses missions en zone soviétique. Elle transmet à ses supérieurs des rapports sur les mouvements des troupes et leurs armements. Et en son retour à Paris en mars 1952, elle réintègre l'administration des musées de France comme conservatrice des musées nationaux et elle devient chef du service de protection des œuvres d'art, un service créé à son intention dans un but prospectif de protection des œuvres d'art en cas d'un 3e conflit mondial. Voilà, et si son travail sur la restitution des œuvres spoliées est reconnu par les victimes, qui lui témoignent quand même leur gratitude, il est resté peu valorisé, peu encouragé par son administration. En 1961, elle fait connaître son action sous l'occupation dans mon livre Le Front de l'Art, livre que j'ai pu emprunter en bibliothèque, et ce livre a été réédité en 1997 et en 2014.
Et c'est un livre, c'est vraiment une ligne, j'en lirai un extrait tout à l'heure, mais c'est vraiment, elle a tout noté. Alors c'est pas de la grande littérature, hein, c'est plutôt, ce sont ses notes, mais il y a même des illustrations, il y a tous les plans des endroits où étaient cachées les œuvres d'art. Enfin c'est vraiment le livre pour travailler sur ce pillage des œuvres d'art, quoi. Et donc, elle fait valoir ses droits à la retraite en 1968, c'est-à-dire qu'elle a 70 ans. Mais elle continue, il ne faut pas que Macron entende ça, mais elle continue à travailler sur la restitution des œuvres spoliées à la demande du service des bibliothèques, des archives et de la documentation générale des musées nationaux. Et elle va joindre ses archives personnelles aux archives des services français de récupération artistique. Et depuis 2010, l'ensemble de ces archives sont conservées au centre des archives diplomatiques de la Courneuve. Voilà. Donc elle a été multi décorée. Il y avait un petit mot sur sa vie privée. Donc dans une époque qu'on ne sait pas trop, on pense que c'est peut-être dans le courant des années d'après-guerre. Elle a rencontré une Britannique qui s'appelle Joyce Eyre, qui était secrétaire-interprète à l'ambassade des États-Unis, qui était sa compagne jusqu'à sa mort. Et les deux femmes vivaient ensemble au numéro 4 rue de Navarre, dans le 5e arrondissement de Paris. Et Rose Valland, en fait, très proche, enfin voilà, c'était sa compagne, donc lui a réservé une place à ses côtés dans le caveau familial. Et elle a participé à la publication de la thèse de sa compagne sur la personnalité de Pausanias, donc aux éditions Belles Lettres. Voilà, c'est important de voir qu'elle a eu aussi toute cette attention pour cette femme. Et Rose Valland, elle meurt en 1980, donc elle a 81 ans, dans une maison de repos à Rissorangis, et elle est inhumée avec sa compagne, donc dans le caveau familial de son village natal. Et là, il y a un collège qui porte son nom. Magnifique. Non, on découvre comme ça des personnages extraordinaires, parce que c'est un personnage extraordinaire, qui a participé, qui s'est donné vraiment, qui a tout donné pendant cette guerre et après cette guerre pour l'art, quoi. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est assez rarissime d'évoquer une vie comme celle-là. Voilà, et si vous écoutez les podcasts de France Culture, ces 6 émissions d'une demi-heure, oui. Ouais, chacune. Voilà, c'est tout simple, il y a pas de... La musique est un peu gênante parfois parce que ça empêche de bien comprendre ce qui se raconte, mais bon, ça ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des fioritures qui servent à rien, mais bon. Mais c'est vraiment, moi je suis toujours complètement stupéfait, tétanisé quand je regarde ou que j'apprends ou que j'entends ou ma camarade qui faisait des bons de Cabri à propos de cette femme et je peux vraiment le comprendre parce que c'est tellement rare des personnages comme ça qui risquaient sa vie tous les jours parce que c'était pas des petits fels de Grau qui venaient, c'était quand même le maréchal Göring, c'était des Rosenberg, c'était des gens comme ça, des gens qui travaillaient pour la collection d'Hitler, son futur musée mondial de l'art, quoi, qui n'a jamais vu le jour, enfin bon, c'était dans les tuyaux. Et elle ne s'attaquait pas à les petits Flandrins, c'était quand même des monstres aussi bien humains que, voilà, qui volaient, qui pillaient, mais sans aucune gêne, tout ce qu'ils pouvaient piller. Voilà. Je me demande bien ce qu'ils auraient pu en faire de toute façon quand ça arrive à ce point-là, jouer dans des garages, dans des remises, enfin bon, c'est pas des choses qu'on peut regarder tous les jours, c'est complètement stupide, enfin voilà. Ouais, elle a fait vraiment un travail exceptionnel. Alors... Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé, jusque dans ma chambre il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves, je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans
dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Dans la cheminée, le vent pleure, les roses s'effeuillent sans bruit. L'horloge en marquant les quarts d'heure d'un son grêle berce l'ennui. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. C'était Je suis seule ce soir, Léo Marjane. Une très belle, enfin je trouve en tout cas, très belle chanson, qui était dédiée évidemment aux prisonniers français, 1 million de prisonniers français et plus en Allemagne. Voilà, c'est une femme de prisonnier qui chante pour son mec et qui est derrière les barreaux. Voilà, puis ça peut aussi nous rapprocher de la vie de Rose Valland, qui effectivement a mis un petit peu sa vie intime et amoureuse de côté pendant ces années de guerre, avec une première compagne justement par discrétion par rapport à son travail, quoi. Alors là, je me suis donc procuré ce livre, Le Front de l'Art, Défense des collections françaises 1939-1945, et j'avais envie d'en lire un extrait. Bon, ce livre, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très très dense. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de noms, donc c'est un peu compliqué de choisir un extrait. Alors j'ai choisi un extrait du début du livre, en fait, qui s'appelle le chapitre 2, Vers l'abri. Et en fait, très rapidement, il y a quand même des gens qui ont le sens de l'histoire et de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le directeur des musées nationaux a compris à partir de 1938 qu'il fallait protéger les collections déjà du musée du Louvre. Donc rapidement, il a fait en sorte d'évacuer ses collections vers Chambord pour les mettre à l'abri. Et qui nous rappelle une chose qui n'est pas rappelée du tout dans ses mémoires, qui nous rappelle l'évacuation de l'or de la Banque de France vers les Antilles françaises pour les protéger justement qu'elles soient confisquées par l'Allemagne comme ça a été fait en Grèce, etc. Ils piquaient l'or des banques, voilà, moi ça m'a fait penser à ça aussi, complètement. Quelqu'un qui à un moment a vraiment une analyse pointue et voit vraiment ce qu'il faut faire avant que ce soit trop tard, quoi. Donc voilà ce qu'elle écrit. Le plan établi à la direction des musées consistait à disperser les collections et à éviter autant que possible les risques de destruction en les éloignant des grandes villes. La première phase de son exécution n'était dans nombre de cas ni simple ni facile. À Paris, les emballages devaient se faire sur place et presque tous dans le même temps, afin de hâter l'acheminement vers Chambord. Plus de 4000 caisses de dimensions standard ou de mesures spéciales avaient été confectionnées. Des emballeurs professionnels appartenant à plusieurs firmes parisiennes s'attaquèrent aux plus lourdes pièces,
alors que gardiens et jeunes attachés se transformaient en manœuvres attentionnées. Il était indispensable d'aller vite. Mais descendre une statue de son socle quand il s'agit d'un Donatello ou d'un Michel-Ange demande des soins patiemment calculés. Seuls des spécialistes pouvaient, sans leur faire courir de risques graves, arracher la victoire de Samothrace à son navire de pierre ou amener la Vénus de Milo sur sa plateforme de départ. Les grandes galeries d'exposition s'étaient transformées en royaume de la technique et du bois blanc. Les chefs-d'œuvre qui y restaient encore s'en dissociaient comme étrangers à leurs anciens décors, témoignant par leur seule présence des bouleversements apportés par la guerre. Sanctuaire de l'art, le Louvre était devenu en quelques jours un vaste chantier d'emballage. Une fois chargées, les voitures de déménagement quittaient la cour du Carrousel où se rassemblaient les convois. Des caisses aux numéros énigmatiques cachaient au public des chefs-d'œuvre bien connus. Elles n'en laissaient pas moins derrière elles comme un sillage d'inquiétude. Les Parisiens savaient ce que présageaient ces départs. Les premiers trains de camions circulèrent jusqu'à Chambord sans trop de difficultés. Ensuite, ce furent les très grands tableaux qui se frayèrent, tant bien que mal, un chemin sur des routes déjà encombrées dans les wagons à décor de la Comédie Française. Puis vinrent les marbres, les bronzes, dont le poids prit soudain une importance primordiale. Des statues aux attitudes figées, vaguement ridicules, partirent comme en promenade sur la route d'Orléans, encagées dans des châssis de bois. La richesse devinée de ces convois suscitait d'autant plus d'angoisse que chacun d'eux constituait une cible particulièrement vulnérable. La guerre totale, telle qu'on pouvait la croire voulue par Hitler, n'épargnait rien, ne faisait pas discrimination, englobait tout dans ses destructions. C'est devant cette effroyable perspective qu'avait été tentée, pour la première fois dans notre histoire, la mise en sécurité du patrimoine artistique national. Bon, voilà, ça c'est juste un extrait de toute l'histoire que va nous faire vivre Rose Valland. Oui, et évidemment, quand on évoque la victoire de Samothrace ou les sculptures de Michel-Ange ou de Donatello, c'est des pièces de marbre gigantesques, enfin, qui pèsent un poids extraordinaire, et pour emballer ces monstres, je veux dire et pour les monter sur des camions, pour les descendre de ces camions et les positionner dans les caves de Chambord, etc., c'est inimaginable cette espèce de travail vraiment titanesque, parce que c'est bien ça, voilà. Il n'y avait pas d'ailleurs l'utilisation de moyens technologiques super modernes, etc., comme il y a maintenant pour bouger tout ça, quoi. Voilà, c'était... non, mais moi, ça revêt une espèce de beauté un petit peu insolite, parce que on a du mal à se mettre dans la tête toute la masse gigantesque de travail que ça nécessitait, et de précaution, et d'organisation. C'est quelque chose, parce que bon, transporter des caisses d'or aux Antilles françaises, des caisses d'or, voilà, c'était dans des boîtes en carton qui pesaient, chaque boîte devait peser 40 kilos. Il y avait, je sais plus combien, 10 lingots d'or ou je sais pas quoi dedans. C'est quand même plus simple que les emballages des œuvres du Louvre. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. C'était le chant des partisans interprété par Catherine Ribeiro, une interprétation qui nous a paru, on aime bien sa voix chaude, chaleureuse. Tout à fait. Oui, absolument, ça change un petit peu de Anna Marley et puis ouais, c'est bien de changer aussi. Voilà, alors moi dans la dernière partie, j'avais envie de revenir un peu, je me suis aidée toujours de ce livre, de cette Bible de Rose Valland, un peu sur la chronologie de ce qui s'est passé justement pendant ces années de pillage et d'occupation allemande. Donc en 1933, on le sait, Hitler est nommé chancelier du Reich, et 1935, il va s'en prendre à l'art moderne. En 1937, un décret oblige les Juifs à déclarer tout ce qu'ils possèdent, et la propriété des entreprises juives est transférée à l'État. En même temps, en France, un premier convoi justement d'œuvres quitte le Louvre pour Chambord. En 1939, le 20 mars, il y a un premier auto-da-fé à Berlin de 5000 œuvres d'art dégénérées. Le 30 juin, en Suisse, il y a une vente aux enchères qui propose 126 œuvres d'art dégénérées qui proviennent des musées allemands, dont les recettes alimenteront des comptes bancaires allemands à Londres. Donc on voit déjà qu'il y a l'art dégénéré qu'on peut brûler, mais il y a l'art dégénéré qu'on peut aussi se réserver comme monnaie d'échange. Voilà. En 1er juillet 1939, c'est le projet donc du musée de Linz, qui est une ville où Hitler a passé sa jeunesse et où il imaginait justement de faire un musée. Entre août et décembre ce sont 37 convois qui vont emporter, pour les protéger, donc une grande partie des collections nationales de Paris au château de Chambord. Et en juin 40, donc les Allemands occupent Paris. Et fin juillet, c'est l'installation de l'ERR, donc cette organisation allemande qui va gérer les fonds, avec Rosenberg. Voilà, avec Rosenberg à sa tête. Donc c'est son installation. Et en fin octobre, c'est une installation qui est au musée du Jeu de Paume, qui devient donc ce principal lieu de rassemblement des œuvres saisies. Et Jacques Jaujard, qui est le directeur des musées nationaux, va réussir à obtenir de l'ERR un accord pour l'établissement d'un inventaire contradictoire des œuvres rassemblées au Jeu de Paume, qui serait dressé par des représentants allemands et français. Sauf que 2 jours plus tard, l'inventaire, à peine commencé par Rose Valland, est arrêté sur ordre des autorités allemandes. Donc, il ne pourra pas y avoir de catalogue contradictoire. Ce qui ne va pas empêcher Rose Valland de tout noter, mais ça, ce n'est pas prévu par les Allemands. Quelques jours plus tard, c'est la visite de Göring qui viendra aussi pour sa collection personnelle, parce qu'on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des œuvres qui vont aller pour le musée et qui vont être choisies pour Linz, mais qu'en fait, il y a aussi ces dignitaires allemands ces nazis, qui vont choisir pour leur propre collection. Donc là aussi, c'est pas forcément très... il y a quelque chose qui est un peu de rivalité aussi, quoi. Comment ils se partagent un peu ces butins, voilà. Et en 1941, là c'est la saisie de nombreuses collections privées juives avec des œuvres qui partent en Allemagne, et donc entre avril 41 et juillet 44, ce seront 4174 caisses qui vont partir avec plus de 20 000 lots. Oui, parce qu'il y avait une collection gigantesque, la collection Schloss, oui, qui était des Français d'origine juive. Et puis il y avait la collection Rothschild. Il y a Rothschild, Rosenberg. Au début, il y a Rosenberg, il y a Paul Rosenberg qui est un collectionneur, et donc cet Alfred Rosenberg qui lui est un nazi, quoi. Voilà. Et donc en mars 41, il y a un échange d'œuvres d'art dégénérées contre des tableaux anciens. Et il y a une loi, normalement il y avait une loi de préemption reconnue aux musées nationaux qui pourrait garder en France des œuvres et objets d'art saisis. Mais le délégué général des territoires occupés est resté très silencieux par rapport à ça. Et on voit bien, même dans cette petite série, que la collaboration française, là, elle fonctionne à plein, quoi. Même dans ce vol, cette confiscation de la collection Schloss, en fait, normalement, c'est la gendarmerie qui devait garder les caisses. Et en fait, la gendarmerie, elle est un peu douteuse, quoi. Oui. Elle a toujours été douteuse pendant toute la guerre. Ouais. Donc, en juillet 41, premier échange officiel d'œuvres confisquées par le RR en Suisse. Et jusqu'à fin 43, en Suisse, il n'y aura pas moins de 28 opérations d'échange, à savoir que il y aura pas moins de 28 opérations d'échange. En fait, ce sont des œuvres d'art dégénéré qui peuvent être échangées contre des tableaux anciens.
et que les saisies, les saisies des collections juives confiées aux musées nationaux se poursuivent. En novembre 42, donc les Allemands entrent en zone libre. Et en avril 43, c'est là la tentative de transfert de la collection Schloss de la zone sud à Paris, et que cette collection va être momentanément déposée à Limoges. En juillet 43, il y a une commission des représentants de l'ERR qui se réunit à Paris pour décider du sort des œuvres d'art moderne saisies. Alors celles qui ont un intérêt économique, comme Courbet, les impressionnistes, Bonnard, Vuillard, Matisse, Braque, Dufy, Marie Laurencin, elles seront préservées et apportées au jeu de paume dans la salle dite la salle des martyrs. Les autres sont tailladées ou découpées pour être brûlées. Le 23 juillet, il y a un nouvel auto-da-fé, il y a 500 ou 600 œuvres d'art moderne qui seront brûlées dans la cour du jeu de paume. Alors, d'après ce que dit Rose Valland, il y a aussi des toiles qui ont été brûlées, qui étaient dans les collections privées juives, mais des portraits de famille qui ont été lacérés. Bon, elle dit qu'il y a quand même aussi Matisse, Miro, Picabia, Valadon, certains qui ont été brûlés. Et les œuvres destinées au musée de Linz se sont mises à l'abri, elles, dans les mines de sel autrichiennes d'Altaossé. C'est ce qu'on va retrouver dans le film Monument Men. Voilà. Le 6 juin 1944, c'est le débarquement des Alliés en Normandie et la poursuite quand même des confiscations des collections juives par le RR. Donc il y a quand même 203 collections saisies, 21 903 objets d'art. En 1944, c'est l'histoire du train d'Aulnay, justement, où ce train devait emporter toutes ces caisses en Allemagne. Ce train qui avait fait presque toutes les gares de Paris. Ouais. Et donc que les résistants vont réussir à bloquer 4 semaines en parlant de panne de machine. Enfin, ils vont inventer mille et une choses pour que ce train ne puisse pas partir en Allemagne. Voilà. Et après, il y aura la commission de récupération artistique Rose Valland qui siège au musée du jeu de paume. Alors, quand on lit le livre de Rose Valland, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a les tableaux qui sont saisis, mais il y a aussi tout un tas d'objets d'art, des collections de bijoux, de vaisselle. Göring était complètement un fanatique de la joaillerie, des pierres précieuses. Il paraît qu'il avait toujours des émeraudes dans sa poche qu'il manipulait, comme nous, on pourrait bouger quelques menus ferrailles au fond de nos poches. Enfin, donc, et voilà, que la Suisse, en plus, dans cette histoire, a servi quand même de plaque d'échange, parce que même la vente de ces œuvres d'art dégénérées, les Allemands ont gardé quand même les meilleures et s'en sont servis aussi pour avoir un fonds monétaire pour la guerre, quoi. Oui, comme quoi. La Suisse, c'est bien la neutralité en temps de guerre. Hein, parce c'est pas mal. Ouais, on peut faire plein de trafic, voilà. Non, mais mais remarquez, récemment, on a appris avec une joie sans nom la faillite de la banque suisse. Bon, voilà, c'était la principale banque de Suisse qui est en faillite et donc qui n'existe plus. D'accord, bon voilà. Alors si on veut retrouver un petit peu donc la vie et l'action de Rose Valland, il y a ce film de John Frankenheimer, Le Train, un film de 64, donc qui est basé sur ses mémoires et qui parle de cet épisode du train qui a été bloqué par les résistants, avec Suzanne Flon qui fait le rôle de Rose Valland et Burt Lancaster le rôle d'un résistant. Et on peut entendre sur France Culture un petit passage de 7 minutes où elle commente ce film. Et il y a même Michel Simon qui est le conducteur du train qui intervient aussi dans ce... Et dans ce film, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est que la fin du film, c'est vraiment la fin. Le train est arrêté, il y a les résistants qui ont fait un peu sauter les rails. Et donc le train est arrêté en pleine campagne. Et il y a un Allemand qui convoit ses œuvres d'art et puis qui est vraiment un fan, qui est vraiment un connaisseur, qui aime l'art, etc. Mais il l'aime surtout s'il arrive à le faire rapatrier en Allemagne. Et il y a un dialogue avec Burt Lancaster qui est résistant, qui attaque le train, etc. Qui l'immobilise en quelque sorte. Et cet Allemand, se fait flinguer. Parce que Burt Lancaster, lui, l'art, il n'en a rien à foutre. C'est un résistant et il met en avant d'abord la survie, la sauvegarde de ses camarades. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez étonnant comme fin et assez intéressante où, pour lui, l'art, c'est pas du tout un sujet. Le sujet, c'est que ses camarades, il faut qu'ils survivent à toutes ces choses-là. Voilà, c'est ça. Et j'ai bien aimé cette fin. Non, il est passé sur Arte, moi je l'ai loupé, c'est dommage, et là j'ai pas réussi à le retrouver quelque part. Peut-être qu'il repassera, on verra.
Voilà, alors il y a aussi un essai qui a été publié en 1994, qui a été écrit par Lynn H. Nicholas, qui remettait en lumière donc le rôle de Rose Valland dans les pillages nazis, qui a donné lieu à un documentaire réalisé en 2006. Il y a Corinne Bouchou en 2006 qui a fait une première biographie consacrée à Rose Valland. Il y a ce film aussi, il y a ce film donc de Monuments Men en 2009 qui a été adapté, oui c'est ça, au cinéma en février en 2014 avec Georges Clooney, donc qui met en scène Claire Simone, donc c'est Rose Valland, hein, qui est interprétée par Cate Blanchett, mais c'est un peu librement inspiré puisque on lui met un frère dans l'histoire qui est résistant. Enfin bon, je sais pas pourquoi ils ont été rajouter ça, je vois pas trop ce que ça peut apporter quoi. Et en 2022, il y a un livre qui s'appelle La part des cendres, qui a été écrite par Emmanuelle Favier, où là c'est pareil, elle a une place importante. Et après, donc il y a l'écoute de cette petite fiction, c'est un peu comme une pièce de théâtre radiophonique, hein, sur France Culture en 6 épisodes. Oui, ça me rappelait, quand j'étais petit, chez ma grand-mère, on écoutait beaucoup de choses comme ça, de pièces de théâtre, etc. à la radio. Et moi, je trouve ça très agréable. Oui, très agréable. C'est joué par des bons acteurs. C'est vraiment, c'est vraiment une bonne façon de se mettre, de rentrer dans la biographie justement des gens. Ouais. Voilà. Et même plus agréable que à un moment à la télévision, vous avez au théâtre ce soir. Et moi, j'aime bien quand on n'a pas le spectacle devant les yeux, mais on l'a seulement dans les oreilles. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Ouais, la diction est souvent parfaite, enfin c'est vraiment très bien. Ce sont des théâtreux qui ont... Voilà, puis donc ce livre, Rose Valland, Le front de l'art, à emprunter en bibliothèque, éventuellement. Non, puis surtout essayer d'écouter ces 6 épisodes-là sur France Culture, c'est vraiment passionnant. Il y a quelque chose dedans qui passe, quoi, de l'héroïsme de cette jeune femme à cette époque. C'était une jeune femme, voilà. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. C'était Les Feuilles Mortes, Cora Bocquer. Et tout de suite, sur Radio Soupente, nous allons passer aux expos. Ah non, le culturel. Non, les expos. Bien, alors gribouillage au musée des Beaux-Arts jusqu'au 30 avril, on a encore un peu de temps. Les ateliers de Juliette Plante, là c'est toute l'année, hein, c'est à Rochefort-sur-Mer où elle apprend à ceux qui veulent bien l'apprendre ce que c'est que la taille d'épargne, et même d'autres techniques de gravure.
L'écologie du regard au musée de l'architecture jusqu'au 29 mai. Non-lieu, fondation du Buffet jusqu'au 7 juillet. Germaine Richier jusqu'au 11 juin au musée Pompidou. Jeanne Manivelle jusqu'au 1er juillet à la bibliothèque Forney. Loulet, Loulet, un grand jeune peintre que vous pouvez regarder encore aujourd'hui à la galerie Estade, 17 place des Vosges jusqu'au 8 mai. Vous pouvez encore un peu de temps, mais il faut quand même y aller parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on voit un peintre avec un tel caractère. Les pastels de Millet et Redon jusqu'au 2 juillet, c'est au musée d'Orsay, ainsi que Manet et Degas jusqu'au 23 juillet. J'ai lu des trucs, il paraît que c'est il paraît que c'est beau. Voilà, bon, on peut y aller. Et puis moi, j'irai peut-être aussi avec ma camarade qui trépigne pour y aller. Bon. Ouais, et on peut rajouter, je ne sais pas si tu l'as mis sur ta liste, Sarah Bernard au Petit Palais. Bah non. Voilà. Oui, donc Sarah Bernard. Non, Jean-Auguste, ça va. Sarah Bernard au Petit Palais. Et à Montreuil, à la galerie éphémère, donc à la sortie du métro Croix de Chavaux, ce sont deux jeunes femmes, une graveuse sur lino et une brodeuse qui ont conjugué leurs talents pour faire des œuvres de broderie justement sur gravure sur toile de coton, et c'est vraiment très très chouette. Et Sarah Bernard au Petit Palais jusqu'à quand? Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Puis le culturel en suivant. Ma camarade va vous en causer. Alors, moi j'ai regardé la dernière série d'Arte des gens bien. Je pense qu'elle n'est pas complètement sortie sur Arte. Moi j'ai regardé d'un coup en replay, donc ça permet d'y aller, d'avoir tout. Alors c'est une série belge qui est vraiment franco-belge, qui est vraiment très sympa justement, qui se passe à la frontière entre la France et la Belgique. Donc il y a plein de clins d'œil à ces deux cultures. Et puis ça se passe dans des petits commissariats, et il y a une justesse vraiment dans la façon de rendre ces personnages qui sont effectivement, comme on dit, des gens bien, qui vont essayer de faire une petite arnaque pour pouvoir s'en sortir, parce que malheureusement cette jeune femme, elle est pleine de dettes, enfin elle fait tout ce qu'elle peut. C'est vraiment des gens de bonne volonté, et il va y avoir une accumulation de faits du hasard qui fait que ça part en catastrophe systématiquement. Mais les personnages sont vraiment très très attachants. Ouais, très bien campé, ouais. D'ailleurs, il y a une jeune femme qui joue dans HPI, et un autre acteur, un petit bonhomme, qu'on voit très souvent dans les séries télévisuelles. Ouais, il y a 6 épisodes. Moi, j'en aurais bien regardé un peu plus, mais c'est vraiment très très chouette. Et il y a une musique de générique qui fait un peu musique country que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Voilà. Et j'ai lu 1963 sur les conseils de ma copine Isa, qui m'a prêté le livre, un film de Ludovic Manchette et Christian. Tu l'as lu, c'est pas un film. Non, oui, j'ai lu. Et voilà, donc ça se passe en Alabama en 1963, au moment des lois sur les Noirs, au moment des rassemblements. Et donc voilà, il y a des disparitions de petites fillettes noires, et il va y avoir, comme dans les bons polars, un détective alcoolique, cette femme Adela. J'adore les détectives alcooliques. Voilà, qui vit dans le bazar. Cette jeune femme noire Adela qui va arriver, qui va être sa femme de ménage et qui va finir par enquêter avec lui. Enfin, c'est vraiment. Ça va être sympa. C'est un livre qui est vraiment qui fait du bien, justement parce qu'il y a plein de belles choses dans ces liens. Alors bien sûr, il n'y a pas que des belles personnes, mais il y a quand même toute cette belle énergie de rencontre. Même cette femme qui est femme de ménage, qui va réussir à apprendre à lire pendant le livre, qui a ses employés. Enfin, il se passe qui avec ses employés en fait va dépasser un peu ce qu'on attend ce qu'une femme noire est autorisée à faire. Donc même avec ce détective, ils vont enquêter ensemble, parce qu'en fait pour enquêter dans les familles noires, si elle est là, les familles noires vont accepter de parler. Donc les gens vont halluciner quand ils vont la voir sortir de sa voiture, un blanc qui conduit, une femme noire qui est assise à côté, et en plus avec une portière coincée, donc il vient lui ouvrir la porte. Enfin, il y a des tas de petites scènes comme ça qui sont jubilatoires, quoi. Ouais, j'aimerais bien aller. Ouais, je te le prêterai. Ça s'appelle Alabama 1963. Ça se lit très facilement, ça fait du bien. Mais l'Alabama, quand on évoque l'Alabama, dans ma tête, c'est vraiment ça, quoi, tu vois. Non, ça m'a fait énormément de bien. C'est à conseiller, quoi. Bien, allez, dis donc tout ça. 1963, oui, c'est pour lire.
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garnitude pourrite et tout ça, quoi, voilà. Radio Sous-Pente, alors, voilà. Hop. Et on va saluer tout de suite nos amanches. Alors on en aura un ou deux de plus aujourd'hui. On va finir par avoir quand ils disent un petit peu trop. Bref, mais à cette heure-ci, plus personne n'écoute, donc on peut y aller, on s'en fout. Hein. C'est un monologue. Oui, Claude et André de La Nation. Claude et William, nos copains fidèles et super gentils de Brest. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Coudert-Clerbranche, très beau lieu de Dunkerque, un grand peintre et aussi un être humain, voilà, craquant. Sur sa com, évidemment. Claudine, une camarade Pachacho, qui aime bien l'art, qui a une collection, paraît-il, de livres d'art assez intéressants. Corinne, une tapissière de génie, qui tente en ce moment de se rapprocher d'une galerie pour exposer, ce serait pas mal. Frédéric, un pote de Lille, copain aussi avec Corinne, qu'on voit de temps en temps pour une petite bouffe. Popeye, une copine à ces deux-là aussi. Juliette Planck, une graveuse émérite en relégation Rochefort-sur-Mer, qu'on aime beaucoup. Clément, un graveur aussi, qui grave sur tout ce qui bouge, un pote aussi, enfin bon. Agnès Dubart, une graveuse, taille d'épargne aussi, et puis même où elle travaille sur les autres techniques de gravure. Thierry Morciot, lui, c'est pas la taille d'épargne, il grave carrément. Hein, bon, voilà, avec le talent que peuvent avoir les flahutes dans cette discipline, le talent et la fantaisie surtout. Alice Amoroso, une très jeune graveuse qu'on aime beaucoup, ainsi que Raoul Villula, un pote à Alice. Marie-Christine Béguet, une graveuse sévenole, dont on aimerait bien avoir des nouvelles, si elle nous écoute, hein, qu'elle entend cet appel désespéré. Colette et Jacqueline, deux femmes d'artistes, hélas aujourd'hui décédées, les artistes, pas les femmes, et qui bossent, enfin surtout Colette, maintenant, qui continue à promouvoir l'œuvre de son défunt compagnon. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polars qui signent sous le pseudo de Claude Isner, des polars qui déménagent. On vous en parlera plus sérieusement lorsque le dernier livre va sortir, c'est-à-dire bientôt. 17 mai normalement. Le 17 mai. Le 17 mai, oui, c'est bientôt. Les relectures sont terminées, tout va partir à l'imprimerie. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, son petit bistrot au bas de son immeuble. Marie-Christine et Christophe, des militants de chez militants de Chamalette. Cécile te la sent ma 5e puissance, ou la sent Cécile en thème, la Rose flamboyante, qui anime une émission pour les enfants et leurs parents, 2 émissions, donc le mercredi sur une radio OVNI, mais que nos vieux auditeurs connaissent. Pas vieux, ça veut dire qui sont là depuis longtemps. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Beau-en-Marlotte, qui expose, dont on a découvert l'œuvre, sur les cimaises de la galerie L'Empreinte, tenue par Florence Quenu, une ancienne de l'équipe de Dubuffet. Voilà, c'est à Beau-en-Marlotte. Hein. Dominique Paulin-Derdouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais dont on chérit le souvenir, ainsi que celui de sa maman Thérèse Franco. Marie-Pierre, une collectionneuse de choc, qu'on aime beaucoup aussi. Marie Dognaud, une galériste de choc, qu'on aime beaucoup aussi, qui travaille surtout avec des artistes des années 50-60. Voilà. Antoine Manoury, des Champignons, c'est un trio de musicos, pote avec Pachacha. Voilà. Anne Silraska, une peintre polonaise de choc aussi, il faut voir, en boulot, c'est pas rien du tout. Hein. Karine Brachia, une décoratrice d'intérieur de choc, il faut voir comment qu'elle décore. Bon. Et mon pote Jacques Duchemin, Loulet, un peintre que nous avons découvert il n'y a pas très longtemps, qui expose dans une galerie de la place des Vosges, et dont la générosité, voilà, est quelque chose d'assez étonnant dans ce monde pourri.
Il y a encore des belles âmes, et Ouais. lui en est une apparemment. Une magnifique rencontre. Ouais. Ouais, une magnifique rencontre de son œuvre, et pour ma Ouais. camarade, du personnage que moi j'y suis pas allé, on avait rendez-vous samedi dans cette galerie pour le rencontrer. Et moi, j'ai passé mon tour, mais je regrette pas d'avoir passé mon tour parce que je suis un peu mal à l'aise en discuter avec des artistes, mais lui, par contre, il est vraiment assez. De toute ma longue vie, j'ai jamais rencontré un personnage comme cet artiste Loulet, voilà, qui travaille à Toulon, qui est un artiste toulonnais. On ne peut pas dire un artiste toulonnais, parce que c'est pas parce qu'il travaille à Toulon qu'il est toulonnais, mais c'est un artiste, on peut dire, du monde, quoi, voilà. Et tout de suite, on finit avec l'émission avec Mélis Mel, Faut vivre. Ouais, salut à tous. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.